Donald Trump. Donald Trump and Sheldon Adelson. Yes, I speak English, you know. Hello, sawadee cap. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Donald Trump. Parce que figurez-vous que Donald Trump a encore reçu Benjamin Netanyahou chez lui. À la Maison Blanche, bien évidemment, dans le bureau ovale. Ils ont discuté un petit peu de la situation iranienne. Ils ont discuté aussi de ce plan émis par Donald Trump de déplacer la population palestinienne dans des pays voisins pour justement peut-être faire de la Palestine, faire de Gaza une sorte de Dubaï 2.0, un Las Vegas de l'Orient. Bon, étonnant, étonnant. Encore une fois, il faut savoir différencier Donald Trump, sa vision libérale, économique, très axée sur le retour sur investissement. On l'a vu même avec le crash boursier. Je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas mon domaine, l'économie précisément, mais c'est assez intéressant. On voit qu'il y a une sorte chez Trump, une sorte de retour au nombrilisme américain, de se dégager de toute forme je dirais même de mondialisme ou d'hégémonie mondialiste et de vraiment retourner sur un retour au nombrilisme, à une politique nombriliste, vraiment de se recroqueviller sur soi-même, ce qui est assez intéressant. Et c'est un petit peu l'explication aussi avec le cas palestinien, de vouloir vraiment investir en Palestine et de ne pas investir de manière humaniste, mais d'investir dans le but d'avoir un retour sur investissement. Donc évidemment, c'est pour ça qu'il veut construire une sorte de Dubaï 2.0. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Nous, on va parler d'une chose, Donald Trump est-il sioniste? Donald Trump, peut-on lui faire confiance sur la question israélienne? Est-il un allié de Netanyahou ou est-il finalement une sorte de faux allié finalement, un faux ami de Netanyahou? On va se renseigner aujourd'hui. Pourquoi je vous mets cette photo-là à l'écran? Tout simplement parce que la personne à gauche de Donald Trump, c'est Sheldon Adelson. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais pas en profondeur et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Sheldon Adelson, il faut quand même comprendre que c'est un type qui est un mania des casinos. Alors aujourd'hui, il n'est plus en vie. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, son influence est toujours présente chez Donald Trump. Donc Sheldon Adelson, j'ai demandé évidemment à Grok de m'épauler parce que Sheldon Adelson, c'est un philanthrope, milliardaire, ouvertement sioniste, ami de Netanyahou, qui a justement financé un des plus gros journaux israéliens qui fait justement une tribune populaire à Bibi, hein, comme on dit. Et donc, on va évidemment s'intéresser à ce sujet-là. Ça change un petit peu. Là, on parle d'actualité, on essaie de relier l'actualité au réseau profond. Et donc, c'est intéressant de voir Trump. C'est justement la plus grosse question. C'est Trump, peut-on lui faire confiance ou non? Alors évidemment, moi, en tant que Français, je dirais non, puisque en fait, il n'est pas français. Donc Trump, il va forcément faire une politique en fonction des intérêts américains avant tout. Surtout, on le voit aujourd'hui avec sa position très nombriliste. Mais effectivement, il peut s'avérer utile dans certaines de ses prises de position. Alors, on va s'enseigner donc sur Sheldon Adelson. Sheldon Adelson, on commence par évidemment ses positions sionistes. Il faut comprendre que Sheldon Adelson, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un philanthrope, donc milliardaire, mania des casinos, et c'est le premier soutien financier de Trump. Au total, il a donné pas loin de 200 millions au camp républicain et au camp trumpiste. Aujourd'hui, c'est sa femme qui a repris les affaires, sa femme Myriam, non pas Myriam Palomba, non, Myriam Adelson qui vit en Israël. Ce sont deux personnalités ferventes sionistes et ce n'est pas un sionisme, disons, pragmatique comme certains se revendiquent, c'est un sionisme pur et dur. C'est-à-dire qu'on va y revenir aujourd'hui, mais vous allez le voir, il est même contre la solution à deux États. Et on va en parler juste maintenant. Donc, Adelson, un défenseur acharné de l'État d'Israël, soutenant une vision maximaliste du sionisme. Voilà, c'est pour vous dire. Hein. Il considérait les revendications territoriales israéliennes, y compris sur la Cisjordanie et Jérusalem, comme légitimes et non négociables. Il s'opposait à la solution à deux États, estimant qu'elle compromettait la sécurité et l'identité juive d'Israël. Il a qualifié les Palestiniens de menaces existentielles et rejeté toute concession significative à leur égard. Donc là, on a déjà une première facette du personnage. Et pour aller même plus loin, figurez-vous que Sheldon Adelson a retiré ses soutiens financiers à l'AIPAC parce que justement l'AIPAC était pour une solution à deux États.
Ils sont quand même assez sionistes, mais ils étaient quand même pour une solution à deux États. Lui, il s'est dit, non, non, si vous êtes pour une solution à deux États, je retire mes soutiens financiers, je veux qu'Israël ne soit qu'un État sioniste n'ayant aucune histoire et trace palestinienne. Il est vraiment contre les Palestiniens. C'est-à-dire qu'il n'est même pas pour… Non, 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 non. Tu lui parles même pas de ça. Donc là, on n'est même pas dans une solution pragmatique de se dire, bon, bah voilà, l'idéal, ce serait évidemment de favoriser un État, une solution à deux États, etc. Et pourquoi? Moi, je pense que statistiquement, il a compris. Il a compris Israël. Pourquoi? Parce que quand on s'intéresse aux chiffres israéliens, on se rend compte déjà qu'au niveau du taux de natalité, donc le taux de naissance, les Israéliens sont en chute. Les Israéliens ne font plus d'enfants. Déjà parce qu'évidemment, il y a une sorte de progrès chez le peuple israélien. Ils font de plus en plus de boulot de bureau, tertiaire. Ils accèdent à des postes, voilà, ils vont gérer des banques, des assurances. Enfin voilà, c'est des postes dans ce genre-là. Évidemment, donc plus tu as d'argent, plus tu te développes, plus tu as une condition sociale élevée. Évidemment, ça va avec la vision occidentale de l'individualisme, de la réussite personnelle, de dire bah voilà, j'ai réussi, je vais m'acheter une belle voiture, je vais m'acheter un bel appartement, je vais m'acheter des beaux vêtements, etc. Tu penses moins au après, à te dire voilà, je vais investir plus dans ma fortune personnelle pour mes enfants. On n'est plus du tout dans cette vision-là. Déjà ça, au fait aussi qu'ils ne font pas assez d'enfants. Les Israéliens ne font plus d'enfants. Vous regardez les chiffres, ils sont en complète baisse. Mais en plus de ça, vous regardez les cas des Palestiniens, c'est l'inverse total. Les Palestiniens n'ont pas le même développement qu'Israël. Vous regardez les Palestiniens, il faudrait regarder les chiffres. Les Palestiniens font bien plus d'enfants. Parce qu'évidemment, les Palestiniens sont une population déjà plus traditionnelle, plus ancrée. Ils vivent principalement de l'agriculture, tout comme les Jordaniens d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, un peuple qui n'est pas encore, disons, développé entre guillemets, ou pas développé par le prisme occidental, favorise effectivement plus un taux de natalité croissant, qui augmente. Et donc évidemment, Sheldon Adelson, il se dit, attends, même s'il y a une solution à deux États, d'ici 30 ans, en fait, les Israéliens vont se faire grand remplacer. Et en plus, c'est pas comme si les Palestiniens étaient juifs et israéliens dans l'âme, ouais, israélisés. Pas du tout. Les Palestiniens sont à majorité musulmans. Donc évidemment, tu te dis que même s'il y a une solution à deux États, pour un type comme Sheldon Adelson, on comprend maintenant pourquoi il dit que ça menace l'identité juive d'Israël. Parce que c'est comme chez nous en France avec l'immigration africaine et nord-africaine, beaucoup ont peur parce que d'après les chiffres, même si aujourd'hui les blancs français autochtones sont majoritaires, d'ici 30 à 50 ans, ce n'est pas impossible effectivement qu'on vive ce qu'on appelle, certains appellent ça le grand remplacement, moi j'appellerais ça plus le grand métissage effectivement, on le voit de plus en plus dans les grandes villes par exemple, évidemment de plus en plus le peuple blanc minoritaire. C'est pas une prise d'opposition personnelle, hein, c'est une statistique, encore une fois. Donc effectivement, il peut se passer la même chose en fait en Israël s'il y a la solution à deux États. Comme les Palestiniens font plus d'enfants que les Israéliens et que les Palestiniens sont à majorité musulmans, bah forcément, au bout d'un moment, c'est pas impossible. En plus, avec les pubs pour le métissage, le grand métissage, bah forcément, c'est pas impossible qu'il y ait des couples palestino-israéliens et qu'en plus, les Palestiniens, au bout d'un moment, submergent et grand remplacent la population israélienne. Voilà, ça c'était la petite info statistique, sociologique, de comprendre pourquoi, évidemment, la plupart d'ailleurs des sionistes ne sont pas pour la solution à deux États. Parce qu'en fait, ils savent pertinemment que si Israël ne s'occupe pas de la population palestinienne ou en l'extirpant de ses terres ou simplement en faisant ce qu'ils font, en les martyrisant et massacrant, bah finalement, ils vont se faire grand remplacer par le temps. Le temps, en fait, donnera raison aux Palestiniens, puisque les Palestiniens font plus d'enfants, etc., plus traditionnels, plus religieux, etc. Parce que d'ailleurs, la plupart des religieux en Israël ne sont pas finalement, ne pratiquent pas un judaïsme traditionnel. La plupart sont juifs laïcs, ce qu'on appelle juifs laïcs, parce que pareil, il faudrait revoir la définition du juif laïque. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, Sheldon Adelson, il a une opposition ferme à l'Iran. Adelson voyait l'Iran comme l'ennemi numéro 1 d'Israël et des États-Unis. Il a publiquement suggéré des mesures extrêmes, comme, par exemple, une frappe nucléaire préventive sur le désert iranien. Voilà, pour évidemment forcer Téhéran à abandonner son programme nucléaire. Et pour ça, pour comprendre la situation iranienne, je vous incite à regarder ma vidéo d'interview avec Gérard Chevrier, où il parle justement, on parle des dossiers déclassifiés de Kennedy,
parce que Kennedy s'était justement opposé à l'armement nucléaire d'Israël. Et finalement, ensuite, il a rebondi sur pourquoi Israël voit l'Iran comme un danger et pourquoi aujourd'hui Trump menace finalement l'Iran, parce que l'Iran finalement enrichit son arsenal nucléaire. Et évidemment, si l'Iran possède l'arme nucléaire et se développe à vitesse grand V, ça peut être évidemment une sorte de nouvelle menace imminente pour Israël. Et ça empêcherait justement Israël de garder cette espèce d'hégémonie dans le paysage oriental. Voilà, il militait aussi pour une politique de pression maximale contre l'Iran, incluant des sanctions économiques et un isolement diplomatique. Donc pour l'instant, tout donne raison à Sheldon Adelson. Tout donne raison aux gens qui disent que Trump est sioniste, c'est-à-dire que Trump, il n'est pas sioniste, Trump, il est opportuniste. Il a compris que pour avoir accès au pouvoir, il fallait qu'il s'entoure de gens qui le financent, qu'il s'entoure de gens qui le conseillent et qui s'entoure de gens fiables et qui peuvent le pousser aux portes du pouvoir. C'est pour ça qu'à son premier mandat, il n'a pu rien faire durant ces 4 ans. Là, il a compris que maintenant, ça y est, entre-temps, il s'est reconstitué un réseau, il s'est reconstitué un patrimoine financier permettant justement de pouvoir correctement agir politiquement parlant. Et effectivement, quand on voit les positions de Sheldon Adelson, maintenant on comprend les positions de Trump. On comprend pourquoi il tape du poing face à Zelensky, mais il fait pas de douce à Netanyahou. On comprend pourquoi il lui tire le siège à Netanyahou, il le caresse un petit peu. Parce que d'un côté, c'est un petit peu ses soutiens financiers à Trump sont favorables à Israël, sont favorables à un sionisme pur et dur. On le voit, ce n'est pas du sionisme pragmatique. C'est du sionisme pur et dur. Donc forcément, c'est compliqué d'aller à l'encontre de tes soutiens financiers. C'est un petit peu comme Hollande, souvenez-vous, quand il a dit, mon ennemi principal, c'est la finance. Hollande, s'il te plaît, regarde qui te soutient. Ah bah je peux vous dire qu'il a fait marche arrière tout de suite. Hein. Je peux vous dire qu'il a fait marche arrière tout de suite. Le lendemain, il est allé à Wall Street, il est allé à la City, il a dit non mais les gars, je déconne. Hein. Il a dû les rassurer, les mecs. Parce qu'évidemment, tu dis, mon ennemi principal, c'est la finance. Oui, mais en fait, ceux qui te financent, c'est des milliardaires. Hein. Ceux qui te financent, c'est des grosses puissances. Hein, c'est pas le peuple qui te finance, c'est les grosses puissances. Donc si tu dis que eux, ce sont tes ennemis et que ce sont tes principaux opposants, ils vont retirer les sous. Et s'ils retirent les sous, tu n'as plus rien, mon pote. Tes costards à 5000 balles, tu ne pourras plus les payer. Et tu ne pourras plus payer non plus ta campagne présidentielle. Donc il faut comprendre l'importance des soutiens financiers chez les politiciens. Et je reprendrai même le mot d'Alain Soral, je pense que comme les cyclistes, les politiciens devraient afficher leur soutien sur leur maillot. Vous savez, ou comme les joueurs de foot, sponsorisés, Ligue 1, McDonald's, Uber Eats, tu vois. Là c'est pareil, les politiciens devraient porter des costards avec un chasuble, tu sais le chasuble qui sent la transpiration là, de quatrième. C'est pareil en fait, ils devraient porter un chasuble avec leur soutien financier, Rothschild, tu vois. Macron il porterait Rothschild, il porterait, tu vois. Ce serait marrant. En fait, on verrait tout de suite pour qui il roule et ce serait plus simple pour voter. Tout de suite, on comprendrait. Ça éviterait de nous faire justement tout ce travail intellectuel de comprendre pourquoi Jordan Bardella sera en Israël, pourquoi Macron revend Alstom, pourquoi Sarkozy nous a mis dans l'OTAN, tu vois. On comprendrait tout de suite. Bah oui, le mec est soutenu par ça, donc on comprend ses positions. Ça irait plus vite. Hein. Ça, c'est une bonne idée, par exemple. Alors ensuite, on passe à son conservatisme économique. En tant que magnat des casinos, comme j'ai le rappelé en début de vidéo, il était propriétaire du Las Vegas Sands. Adelson prônait des politiques économiques ultra-libérales, réduction des impôts pour les entreprises, dérégulation et opposition aux syndicats. Bon, ça évidemment, c'est un peu ce qui fragmente un petit peu les gens en France ici, c'est soit tu es socialiste, tu vois, soit tu es socialiste, soit tu es ultra-libéral, la liberté, bordel. Et c'est ce qui fragmente un petit peu les deux... En fait, ça forme deux France, disons. Et là, on voit effectivement, le type est un peu de la même école. Hein. Il est vraiment, en fait, il a pas peur de dire ce qu'il pense, Sheldon Adelson. Il n'est pas du tout dans l'entre-deux. Il est vraiment, on le voit, il est sioniste pur et dur, ultra-libéral pur et dur, liberté individuelle pure et dure. Le mec, il est vraiment... Donc, soutien à la droite républicaine, Adelson était un pilier financier du Parti républicain, finançant des candidats conservateurs alignés sur ses vues pro-israéliennes et anti-progressistes. À noter par contre que Sheldon Adelson, là c'est une petite pincée de sel, tu vois. C'est comme une fois que tu as fait ton gâteau, tu rajoutes la fraise, tu vois. Là c'est pareil, Ken Tray rajoute toujours ses petites analyses. Et il faut comprendre que Sheldon Adelson, il a dit que George Soros était un ennemi.
Parce que George Soros, c'est un multimilliardaire plus ou moins progressiste, gauchiste, mondialiste. Alors que Sheldon Adelson, même s'il n'est plus en vie aujourd'hui, c'est sa femme qui a tout repris, comme vous voyez, il était pro-israélien, anti-progressiste, conservateur. Conservateur. Et là, pareil, ça renforce encore une fois la politique de Trump. Trump qui nous dit fini le wokisme, fini pareil les entreprises qui embauchent des noirs ou des gays parce que noirs ou parce que gays. Non, il veut le retour à la méritocratie. Il veut qu'on embauche des noirs ou des gays parce qu'ils sont compétents, pas parce qu'ils sont gays ou qu'ils sont noirs. Ce que je trouve pas, j'avoue là personnellement, je trouve pas ça hallucinant. C'est pareil même logique, hein. C'est même gênant pour un. C'est comme si moi on m'embauchait parce que je suis roux. Ah parce qu'il nous faut des roux dans l'entreprise. Bah non, tu m'embauches parce que j'ai les compétences, parce que je t'ai prouvé que j'ai les compétences et m'embauche pas uniquement pour ma couleur de cheveux. Donc bon, je trouve ça même limite, c'est une sorte de pragmatisme, hein. Donc là c'est intéressant de voir que Adelson, qui est quand même un milliardaire, etc. Lui par contre, voilà, anti-progressiste. Donc justement, est-ce que c'est pas une sorte de disons, frein au mondialisme? Et là, on comprend la politique actuelle de Trump, qui contre l'hégémonie américaine, retour au nombrilisme américain, etc. Pareil, encore une fois, on comprend maintenant, on comprend. Je vous l'ai dit, le cyclisme, les entreprises sur le maillot, très important. Toujours voir qui finance les politiques. Donc pour l'instant, si on fait abstraction du sionisme de Sheldon Adelson, ses positions ne sont pas alarmantes, surtout pour les États-Unis. Bon, libéral, antiprogressiste, conservateur, c'est ce qui nous manque en France, hein, finalement. C'est ce qui nous manque en France, hein. Honnêtement, nous on est encore un petit peu trop dans le non mais il faut assister, non mais il faut aider, non mais il faut… Ça c'est le côté républicain, c'est le côté maçonnique finalement. Alors, rejet du multilatéralisme. Il méprisait les institutions internationales comme l'ONU. Pareil, hein, l'ONU qui était favorable à une solution à deux États, etc., qui était dans le traité. Voilà. Lui, c'est pas ça, hein. Lui, c'est t'envoies des bombes à Téhéran et à Gaza. Tu vois. Lui, il est plus dans ça, lui, tu vois. Qu'il accusait d'être biaisé contre Israël. Voilà, c'est ça. Lui, je vous l'ai dit, pourtant, pour un antisioniste, l'ONU ou même l'AIPAC ou tout ça, c'est un frein justement dans l'émancipation du peuple palestinien. Mais pour lui, c'est l'inverse. Pour lui, c'est un frein pour Israël parce qu'ils ne sont pas assez durs. C'est un truc de dingue. Il préférait une approche unilatérale où les États-Unis imposeraient leurs décisions, notamment en soutien à Israël. Et souvenez-vous justement, et je crois qu'on… Bah non, on va y revenir, donc c'est bon, on va y revenir. J'en parlerai après justement des actes, parce que là pour l'instant on ne parle, on fait que théoriser, c'est-à-dire les soutiens financiers, les prises de position de Sheldon Adelson, on essaie de les rejoindre à la politique de Trump. Mais finalement, vous allez voir, Grok a fait le boulot aussi. Donc maintenant, il avait aussi un média, ce Sheldon Adelson, propriétaire du journal israélien Israel Hayom, distribué gratuitement. Adelson en a fait une tribune pro-Netanyahou et pro-sioniste. Il faut savoir aussi qu'il a financé un média israélien qui s'appelait, si je ne dis pas de bêtises, NG21, un truc comme ça, je crois, ou MG21, MiG21, bref. C'était un nom comme ça. Et en fait, sur ce média-là, il y avait une émission qui a fait polémique en France il y a des années. Souvenez-vous, c'était ce type-là, c'était un Israélien qui se promenait dans Paris avec une kippa et qui se promenait dans Paris et dans les banlieues. Et il avait dit que les gens lui avaient craché dessus, qu'il avait été victime d'antisémitisme, etc. Et il y avait un journaliste de France 2 qui avait réitéré l'expérience en disant « Bon, bah voilà, je vais porter une kippa, je vais me balader dans Paris, une centaine d'heures dans Paris et dans les banlieues, et on verra. » Et finalement, c'était l'inverse. Il y a même des mecs de banlieue, des musulmans de banlieue, qui lui ont dit « Viens prendre le thé, nous on n'a rien contre les juifs, ma voisine elle est juive, elle vient manger le thé quand elle veut, etc. » Et donc là, c'était marrant de voir que bah, finalement, est-ce que le journaliste n'a pas menti en se faisant passer pour justement vraiment le rejeter, qui se fait cracher dessus, insulter, mépriser, justement pour dire « Regardez, les Parisiens et les Français sont antisémites. Pour quelle raison, je ne sais pas. » Et figurez-vous que derrière, celui qui avait financé ce média-là et cette émission-là, c'était Sheldon Adelson. Donc c'est intéressant, encore une fois, de voir les relais financiers. Alors, maintenant, on va comprendre le rôle politique de Sheldon Adelson dans la politique de Donald Trump. Alors donc Adelson et sa femme Myriam sont les plus gros donateurs de Trump. En 2016, ils ont contribué à hauteur de 25 millions de dollars à sa campagne. Et en 2020, leur campagne a dépassé les 90 millions de dollars. Rien que ça, oui, rien que ça. Influence sur la politique pro-israélienne. Alors Adelson a poussé Trump à adopter des mesures radicales en faveur d'Israël. Durant son premier mandat, Trump a déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem.
Voilà, en 2018, Adelson a personnellement financé une partie des événements liés à cette décision et l'a célébré comme une victoire historique. Reconnaissance du Golan comme israélien, une position alignée sur ses vues expansionnistes. Donc là, pareil, hein, le Golan syrien qui a été reconnu comme israélien par Trump. Et ensuite, l'abandon de l'accord nucléaire iranien. Adelson y voyait une étape cruciale pour affaiblir l'Iran, ennemi juré d'Israël. Et là, on voit aujourd'hui, c'est encore pire, puisque Trump menace l'Iran si l'Iran continue d'enrichir son arsenal nucléaire. D'ailleurs, je vous recommande une série sur Apple TV, ça s'appelle Téhéran. Ça s'appelle Téhéran. C'est une agente du Mossad qui se fait passer pour une femme, qui intègre une société qui travaille pour l'arsenal nucléaire iranien, justement, avec qui, en fait, c'est une femme iranienne qui retourne en Israël et une israélienne qui travaille pour le Mossad qui va à Téhéran et qui prend la place de cette femme-là. Et comme en Iran, les femmes sont voilées, en fait, ils ne crament pas parce que la meuf est en burqa, donc en fait, ils ne voient pas son visage. Donc, ils ne savent pas que la meuf a été interchangée. Et donc, c'est marrant. Et en fait, finalement, elle truque totalement tout le système de l'arsenal nucléaire. C'est hyper intéressant. Je vous recommande cette série-là pour comprendre un petit peu justement jusqu'où sont prêts à aller les services de renseignement. Et ça méritait d'ailleurs une série un peu similaire sur le cas Kennedy. Si vous voulez en savoir plus, regardez mon émission avec Gérard Chevrier. Alors, le lobbying personnel. D'ailleurs, il faut comprendre le lobby. Le mot lobby en français, ça se traduit littéralement par groupe de pression, groupe d'influence. C'est marrant de voir l'étymologie des mots. Parce que le mot lobbying, finalement, en France, ça n'a pas vraiment de sens. Lobbying, c'est un peu pareil, c'est de l'anglicisme. Combattons l'anglicisme et allons justement à la… Parce que vous savez, hein, Platon dit la décadence de la cité commence par la fraude des mots. Utilisons les mots dans leur sens traditionnel. Lobbying, en français, c'est groupe de pression, groupe d'influence. Donc là, c'est intéressant. Quand on te dit quelqu'un qui participe à du lobbying, il participe à finalement, il fait partie d'un groupe qui fait pression sur des politiques, sur des médias, sur des journalistes, etc., dans le but justement de renforcer leur influence. Très intéressant. Donc là, on voit Adelson avait un accès direct à Trump, souvent par des appels ou des rencontres privées. Il a influencé la nomination de figures pro-israéliennes comme David Friedman, ambassadeur en Israël, et a pesé sur la ligne dure contre les Palestiniens, notamment la fermeture du bureau de l'OLP à Washington, l'OLP qui est le groupe de libération palestinien. Alors, le pont entre Trump et Netanyahou, effectivement, il y a une petite corrélation, un petit lien entre Adelson, Trump et Netanyahou. Parce que figurez-vous que Sheldon Adelson, qui est donc le principal financier de Trump, était meilleur ami avec Netanyahou. On l'a déjà dit en début de vidéo, il a même créé un journal en Israël où il fait une tribune, clairement. D'ailleurs, en Israël, c'est surnommé la tribune de Bibi. Enfin, le journal de Bibi, tellement il fait éloge de Netanyahou et d'Israël. Et donc effectivement, Adelson était un ami proche de Benjamin Netanyahou qu'il connaissait depuis des décennies. Il joue un rôle facilitateur entre Trump et Bibi, renforçant l'axe Washington-Jérusalem. Par exemple, lors des visites de Netanyahou aux États-Unis, Adelson organisait des événements pour solidifier cette alliance. Son journal Israel Hayom servait de porte-voix à Netanyahou, tandis que ses dons à Trump garantissaient un alignement politique. Voilà. Donc, globalement, si on veut résumer cette vidéo-là, globalement, Adelson, c'est le proxénète et Trump, c'est la péripatéticienne. Et voilà. Et Adelson, il lui dit, voilà, tu fais ça et moi, je te paye. Et globalement, c'est ça. Mais c'est les politiques, comme je vous l'ai dit. Trump, pour moi, là, si je devais faire une petite pause dans cette vidéo-là, une mini conclusion, pour le moment, je ne pense pas que Trump est sioniste à 100%. Comme je vous l'ai dit, Trump, c'est un opportuniste. C'est-à-dire, c'est un peu comme Bardella aujourd'hui. C'est-à-dire que Bardella, il essaye de dédiaboliser le RN. Et il sera en Israël, il dit à l'Israël, nous avons un ennemi commun, c'est l'islamisme, etc. Il dit un petit peu ce qu'il y a à dire. Lui, il ne le pense peut-être pas. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand il avait 19 ans, il était quand même sur une ligne très ER. Il voulait non pas des banlieues black, blanc, beurre, mais des banlieues bleu, blanc, rouge. Il allait chercher de l'électorat en banlieue pour récupérer des banlieusards qui pouvaient justement être le visage du RN banlieusard. Vous vous rendez compte? Il est passé de « on veut la banlieue bleu, blanc, beurre » à… Enfin, bleu, blanc, rouge, excusez-moi, je me rends en Israël à Yad Vashem avec Meir Habib. Meir Habib. Vous imaginez? Donc c'est un peu pareil, c'est comme Trump. Il a compris qu'effectivement, à son premier mandat, il n'était pas assez entouré. Donc là, il s'est entouré de qui? Il s'est entouré de gens, vous allez le voir, il n'y a pas que Sheldon Adelson qui est son financier, qui sont teneurs financiers. Derrière, il a aussi énormément de gens sionistes, un petit peu plus pragmatiques que Adelson. Mais voilà, il s'est entouré de gens. Et pas que sionistes, il s'est entouré par exemple du fils Kennedy, de Musk, etc. Il a compris qu'il fallait s'entourer de gens qui poussent l'Amérique vers le haut. Il a compris, donc finalement il se dit, voilà, pour avoir le pouvoir, je suis obligé de faire ça.
Et c'est ça aussi comprendre la politique. C'est pas noir et blanc. C'est pas ah, Trump il est financé donc il est sioniste. Non, Trump il est financé parce qu'il a compris où chercher les financements et comment il pouvait finalement exercer une politique qui lui ressemble, celle d'une Amérique nombriliste, forte, mais qui ne dépend plus ou qui n'exerce plus de pression hégémonique mondialiste. Bon, bah pour faire ça, il est obligé finalement de faire patte douce et de caresser dans le sens du poil Sheldon Adelson et des soutiens sionistes. Bon, bah il le fait, effectivement. Mais c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui en politique, en France comme aux États-Unis, la question israélienne est très importante. Si vous êtes hostile à la question israélienne, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Regardez Mélenchon. Hein. Il y a encore 10 ans, c'était le meilleur pote du CRIF. Bon, j'abuse. Il a toujours été un peu hostile au CRIF. Mais Mélenchon était, bon, c'était un mec de la gauche, etc. Bon, sans plus quoi. Aujourd'hui, c'est vu comme le Dieudonné 2.0. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour où les médias ne disent pas que Mélenchon est antisémite. Uniquement parce que le mec a dit vous ne trouvez pas qu'Israël en fait un peu trop là? Hop, c'est dégagé. Dégagé, c'est bon, le mec c'est le nouveau Dieudo. Vous imaginez? Donc c'est pour vous dire à quel point l'influence de la question sioniste est importante en politique. Et si vous êtes un politicien et que vous voulez du pouvoir en politique, soyez favorable à Israël, sinon c'est fini pour vous. Sinon, voilà, vous serez comme moi ou comme d'autres, hein, vous ferez des vidéos sur YouTube. Hein. Non, mais je suis désolé. Vous ne me verrez jamais en costard derrière un. Je ne sais plus comment on appelle ça, là. Moi, j'ai oublié le mot. J'ai oublié le nom. Bref, voilà, vous ne me verrez jamais en train de faire un meeting politique. Oui, la France, c'est pas. Non, c'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi. Moi, je suis trop. Non, je pense au sort des Palestiniens. Je me dis, je peux pas. Je peux pas. C'est au-dessus de. Non, non. Bref. Donc, il est décédé en 2021 à Delson. Il n'a pas pu voir le second mandat de Trump, mais ah oui. Son influence perdure via Myriam Adelson, sa femme. Sa femme qui est d'ailleurs une Israélienne. Elle vit en Israël, Myriam. Alors que Sheldon, il était pro-israélien, mais il ne vivait pas en Israël. Il vivait en Amérique. Myriam, elle est partie en Israël, c'est bon. Elle a pris les thunes du mari qui est mort et elle continue de financer. Et pas que ça, elle a financé, comme je vous l'ai dit, en 2024, elle a promis 100 millions de dollars pour la campagne de Trump. Conditionné à un soutien continu à Israël. Donc elle a dit à Trump, tu continues de soutenir Israël et je te file 100 millions. Vous croyez vraiment que Donald Trump il va dire non à 100 millions? Vous comprenez maintenant, vous comprenez. Bon, je pense que vous avez déjà compris de toute façon, mais c'est pour préciser pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc on finit évidemment voilà, sur l'amitié avec Netanyahou, voilà, soutien politique. Il avait le journal de Bibi, vision partagée, voilà, tous deux partageaient une hostilité envers les Palestiniens. Comme je vous l'ai dit, Netanyahou il a une vision messianique. D'ailleurs c'est même Cohn-Bendit, c'est pour vous dire, hein, c'est Cohn-Bendit qui a dit dans une radio que des ministres israéliens lui ont dit que justement ils avaient pour projet politique de faire d'Israël un projet messianique, le projet du Grand Israël. C'est pas pour rien, c'est Cohn-Bendit qui vous le dit. Hein. C'est pas un truc trouvé sur un blog ou un forum à 3 h du matin. C'est Cohn-Bendit qui vous le dit, qui lui-même est ferventionniste. Donc quand même, c'est pas rien. C'est vraiment pour préciser. Rencontres régulières, Adelson et Netanyahu se voyaient souvent, que ce soit en Israël ou aux États-Unis, leur relation était un facteur clé dans l'alignement de Trump avec la droite israélienne. Voilà. Donc, d'un côté, on a effectivement Netanyahou qui est pour un projet messianique, le Grand Israël. De l'autre côté, Sheldon Adelson qui était pour un projet de faire d'Israël un État, non pas totalitaire, mais un État qui extirpe toute forme de résistance ou de vie palestinienne. Et parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, je pense que statistiquement, il a compris, il n'est pas con, il a compris que s'il y a la solution à 2 États, dans tous les cas, les Palestiniens sont encore traditionnels, ne sont pas encore progressistes ou modernisés, développés. Donc forcément, qui dit un peuple non développé dit taux de natalité qui augmente, retour à la religion. C'est ça aujourd'hui, c'est ça. Regardez l'Iran, vous regardez les chiffres de l'Iran. L'Iran, en 75, c'est 6 enfants par femme. 6 enfants par femme. Vous vous rendez compte? Très religieux en plus. Aujourd'hui, en Iran, c'est pas la même. Aujourd'hui, on est passé à 2 enfants par femme. Et aujourd'hui, les femmes ne sont plus. Regardez, vous regardez les statistiques des femmes iraniennes. Les femmes iraniennes aujourd'hui, c'est les plus diplômées. Dans les universités, plus de 60% des diplômés en université en Iran sont des femmes.
Les femmes iraniennes sont des carriéristes aujourd'hui, mais pas des carriéristes folles comme en Occident qui veulent imposer une sorte d'autoritarisme féministe. Non, elles ont juste compris qu'effectivement, voilà, au lieu de donner leur jeunesse de leurs 20 ans à leurs 30 ans à faire des enfants et à être soumis à leur mari, elles préfèrent effectivement faire carrière, avoir des postes à responsabilité, gagner du fric pour pouvoir voyager, pour pouvoir s'ouvrir l'esprit, pour pouvoir même ne serait-ce que pouvoir dépendre de soi-même. C'est une forme d'occidentalisation de l'Iran. Et finalement, c'est ça qui déplaît aussi à Israël. C'est que c'est un pays qui reste traditionnel dans l'âme. Les Iraniens, c'est les Iraniens, l'hospitalité iranienne, etc. Mais à la fois, ils se développent. La preuve aujourd'hui, on nous fait croire que l'Iran, les femmes sont soumises, voilées, oh là là, elles se font lapider, etc. Mais finalement, vous vous rendez compte que 60% des diplômés d'université sont des femmes, qu'elles sont de plus en plus carriéristes, etc. Mais par contre, effectivement, vous le voyez dans le taux de natalité, il y a de moins en moins d'enfants, pareil. On est passé de 6 enfants par femme en 75 à 2 enfants par femme. Et ça peut être aussi le cas en Palestine. Et c'est pour ça que les Israéliens, donc je le répète, après je m'arrêterai là, mais c'est pour ça que les Israéliens ne veulent pas en fait que les Palestiniens accèdent à un État, et à un État de droit même en Israël, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont finir par finalement grand remplacer la population israélienne, qui elle est tout l'inverse. Les Israéliens font de moins en moins d'enfants, d'ailleurs sont de moins en moins hétéros, ils sont de plus en plus dans la sexualité, disons, récréative, ce que je ne juge pas bien évidemment. La plupart font des postes de tertiaire qui ne produisent aucune matière réelle, qui ne produisent pas de richesse réelle, et forcément on ne construit pas des armes avec des secrétaires. On construit des armes avec des gens qui les fabriquent, avec des gens qui travaillent de leurs mains. Et ça pour l'instant, les Palestiniens le font, ça pour l'instant, les Russes le font par exemple. Donc voilà, ils ont compris effectivement qu'Israël n'était pas un État durable en tout cas. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vivent principalement de l'armement américain, ils vivent principalement des aides américaines. Et c'est pour ça que Sheldon Adelson s'est occupé pendant un certain temps de dire « je te donne du fric Trump, mais tu continues de soutenir Israël. Parce que si tu ne soutiens pas Israël, bah, Israël ne tiendra pas. » Donc c'est pour vous dire à quel point la question israélienne est centrale dans la politique de Trump et d'ailleurs dans une quelconque prise de position politique. Voilà, je suis désolé si la vidéo est longue, si je suis un peu parti un petit peu partout. Bon, au moins, il y a les informations. Archivez cette vidéo-là, mettez un like, partagez-la parce que vraiment, on a fait le boulot. Ça m'a pris comme une trentaine de minutes, là vous voyez, 30 minutes de vidéo où j'ai tout résumé. Le soutien financier principal de Trump, ses prises d'opposition, les liens entre le soutien financier et la prise de position politique, etc., les actes aussi. Voilà, c'est assez intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous, Trump est-il sioniste ou non? Moi je pense que c'est au-delà de tout ça. Je pense que Trump est opportuniste et qu'il a compris que s'il voulait du pouvoir, il fallait qu'il se soumette sur la question politicienne israélienne. Voilà, dites-moi votre avis en commentaire. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.